Bienvenue à IA du Neuf. Aujourd'hui, on explore comment l'IA œuvre pour le bien commun en protégeant à la fois la biodiversité et nos infrastructures essentielles. Nos invités de cette semaine nous montrent comment l'intelligence artificielle devient un allié précieux, que ce soit pour surveiller les océans ou garder nos maisons au chaud. Émilie Charry-Tissier, cofondatrice de Whale Seeker, explique comment l'IA permet de détecter les baleines afin de prévenir les collisions avec les navires et d'aider au recensement des populations pour la recherche biologique. Arnaud Zinflou, chercheur chez Hydro-Québec, explique comment l'IA inspecte le réseau souterrain pour prévenir les incidents. Cet épisode met en lumière une même technologie appliquée à deux contextes: la détection visuelle pour surveiller la faune marine et inspecter nos infrastructures. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur IA du Neuf, le podcast où on explore l'IA dans notre quotidien et dans l'industrie. Aujourd'hui, on va discuter de l'IA pour le bien commun. Donc, comment l'IA vient nous aider de manière large pour la protection des espèces, pour la transition énergétique. Donc, c'est Laetitia Constantin, développeuse web et IA chez Explorer, et je suis accompagnée de Rémi Dion, VP et cofondateur. C'est un plaisir de vous avoir au podcast aujourd'hui. Merci. Aujourd'hui, comme à chaque fois, on parle de l'impact de l'IA dans la société, en industrie. C'est une période de transition. Comment on fait pour garder un œil sur les différents espaces où l'IA va avoir une subtile ou très grande marque. Donc, j'ai bien hâte de déballer ça avec vous deux. Donc, on va commencer directement par les présentations. Émilie, alors ce qui est drôle, c'est que moi, j'avais découvert Whale Seeker en 2021, je pense, genre janvier 2021, donc ça remonte. Depuis, c'est passé plein de choses. On s'est croisés plusieurs fois sur ce genre C'est vrai. d'événement, donc c'est un réel plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. Moi aussi, Whale Laetitia. Seeker, à la base, c'est toujours le cas, c'était pour détecter les baleines, pour éviter les accidents avec les bateaux et recenser leur nombre pour des aspects biologiques. Comment est venue cette idée-là? Alors, cette idée est venue parce que j'ai épousé un biologiste marin. Et moi, je suis écologiste et j'adore vraiment l'aspect de déchiffrer des grosses bases de données, puis de comprendre les données plus complexes. Et donc, pendant mon congé maternité, j'ai eu l'opportunité de travailler avec mon mari, donc Bertrand Chary, pour mieux comprendre l'habitat critique des narvals dans un archipel de l'Arctique canadienne. Et puis, parmi cette zone, est-ce qu'il y avait des endroits qui méritaient plus de protection ou plus de surveillance? Et pour justement quantifier tout ça, il fallait passer à travers des images aériennes, donc des images prises d'un avion ou d'un drone, et puis de compter les narvals là-dedans. Donc, bon, tout le monde qui a vu Sauver Willy est capable de détecter une baleine si on voit la belle silhouette, ou on est capable de dire non, il n'y a rien dans l'eau, il n'y a pas d'animal, c'est juste de l'eau. Mais c'est vraiment toutes les nuances là-dedans. Et ce que j'ai vu à travers toutes ces images aériennes, c'est que la plupart des détections sont des nuances et que l'expertise sur le terrain de Bertrand était essentielle. Et donc, comment est-ce qu'on pouvait passer à travers ces images-là en gardant la même qualité de données, mais sur une plus grande échelle, ben, il fallait naturellement se fier à l'intelligence artificielle. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas de solution comme ça qui existait, qui pouvait juste exister comme service pour tous les gens qui avaient besoin de ces données-là. Qui a besoin de ces données-là? Le gouvernement, les gens qui gèrent le trafic maritime, les ports, la conservation, l'énergie, les éoliennes. Donc vraiment, il y a énormément de gens qui ont besoin de ces données-là, qui prennent des décisions sur l'économie bleue, qui ont des millions ou même des milliards de dollars. Et je voulais m'assurer que il se fiait à des bonnes data pour prendre ces décisions. Donc, voilà pourquoi on a créé Whale Seeker.
Super. Et Arnaud, pour te présenter, toi également, alors tu es chercheur en intelligence artificielle à Hydro-Québec. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et jusqu'à être arrivé, ça fait des années que tu travailles à Hydro-Québec. Comment t'es arrivé jusque-là? Ok, ben moi c'est Arnaud, donc je suis chercheur à Hydro-Québec. Mon parcours, c'est que j'ai fait une maîtrise et un doctorat en maîtrise en informatique, doctorat en ingénierie. Et par la suite, quand j'ai été embauché à Hydro-Québec, j'ai commencé par travailler sur des problèmes de données aussi d'ailleurs, au niveau des données, parce qu'en fait, il y a énormément de données qui sont générées à Hydro-Québec. Bah, dans toutes les compagnies et les utilités électriques, il y a énormément de données qui sont générées. Mais chacune des utilités électriques a ses propres, pas son propre, ses propres schémas de données. Et des fois, c'est difficile d'interagir même d'un silo, d'une unité à une autre. Parce que le format change, le formalisme change, même si les données de base peuvent sembler les mêmes, elles sont totalement différentes. Euh, mais pour faire un petit peu un lien avec ce que Émilie a dit, euh, notamment, je m'occupe de projets au niveau de l'inspection des structures souterraines. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hydro-Québec a un large réseau de structures souterraines, donc 22 000 km². C'est sûr que quand 22 000 km, pas carrés, 22 000 km de ligne, c'est sûr que quand on regarde le réseau d'Hydro, il est extrêmement vaste. C'est 260 000 km si on met haute et basse tension, donc c'est 4 fois le tour de la Terre. Wow. Mais pour ce qui est de structure du réseau souterrain, c'est 22 000 km. Et avec le temps, les équipements vieillissent comme toute chose, donc les jonctions se détériorent à cause notamment du fait que l'hiver est très rude ici. On utilise beaucoup de produits chimiques pour enlever la glace, le sel et tout ça. Ça rentre dans les structures souterraines et ça ronge un petit peu les câbles. Et il y a aussi les animaux qui, des fois, décident de grignoter les câbles, ce qui peut causer des problèmes. Et donc, Hydro-Québec a parti en 2001 un programme d'inspection thermique qui se base sur des images qu'on comprend. Mais avec le temps, c'est quelque chose qui est très labor-intensif, c'est donc qui demande beaucoup De travail de humain. travail humain. De travail humain. Et avec le temps, il y a beaucoup de moins en moins de personnes qui le font. Mais le réseau souterrain grandit de plus en plus. Donc, on se retrouve face à une problématique. Et là, on s'est rendu compte aussi que la qualité des images, au fil du temps, se dégradait un petit peu. Donc, comment faire pour maintenir la qualité des images et maintenir aussi la qualité des inspections pour faire les remplacements juste à temps et éviter des problématiques. Donc, c'est un petit peu ça Super. qui a fait le démarrage de ce projet. Ok. Là, on se retrouve sur le même sujet aussi parce que pour les observateurs de mammifères marins, on manque de personnes Ouais, qualifiées autour du monde aussi. Et avec l'économie bleue qui est en croissance incroyable, on a besoin de plus de données, mais il y a moins de personnes qualifiées pour exactement. faire ça. Donc, ouais, on se retrouve là-dessus qu'on a besoin de se fier à l'intelligence artificielle pour avoir des bonnes données à une grande échelle. Exactement, l'intelligence artificielle vient aider pour ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, parce que souvent, quand on parle d'intelligence artificielle, des fois, les gens ont peur aussi de perdre leur emploi. Oui. Mais en fait, on se rend compte que oui, ils ont des raisons d'avoir peur de perdre leur emploi, peut-être. Mais en même temps, souvent, ça va permettre de dégager pour faire d'autres choses. Euh, donc, la spécialité qu'ils ont ne va pas être perdue, au contraire, elle va plutôt être bonifiée pour permettre de faire les choses. Je vais pas dire mieux parce qu'ils faisaient quand même très bien leur travail, mais de faire peut-être plus. Oui, nous aussi, c'est la même chose. C'est de pas de remplacer Exactement, les humains, mais c'est de aller chercher juste leur expertise aussi pour exactement, pas que eux, ils ont à faire du travail monotone exactement, qui ne mérite pas leur intelligence en réalité. exactement. Oui, c'est C'est de, vraiment ça, c'est d'aller oui, chercher leur expertise pour leur permettre justement de la bonifier, de la mettre à profit pour le bien-être de tous, en fait. tout à fait. Je suis curieux, là on parle de main-d'œuvre qualifiée. Dans le domaine de Wellseeker, on cherche, je vais être naïf, on cherche à reconnaître des baleines, ça doit pas être bien compliqué. Dans le domaine de Hydro-Québec, qu'est-ce qu'on cherche à reconnaître? C'est de la OK. corrosion? Non, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a les défauts électriques, et ça, c'est vraiment une spécialité, c'est des thermographes. Donc, c'est des gens qui vont chercher à partir d'images thermographiques à reconnaître les différents types d'échauffements. Donc, il y a des échauffements qui sont résistifs et des échauffements diélectriques. Et les échauffements diélectriques peuvent entraîner des problématiques qui sont quand même assez importantes parce que lorsque la petite membrane
de la jonction se détériore. Il faut dire qu'il y a quand même des, du- des hautes tensions qui passent à l'intérieur des câbles. Donc ça crée des arcs électriques. Et les arcs électriques, quand il y a un travailleur qui rentre dedans, ça peut causer des électrocutions, ça peut causer des brûlures. Et dans le pire des cas, en fait, vu que c'est fermé, c'est dans le réseau souterrain, la- le socle est quand même fermé hermétiquement. Il peut y avoir du gaz qui s'accumule. Donc, au fur et à mesure, à un moment donné que le gaz s'accumule, s'il y a un arc électrique qui se crée, dans le pire des cas, c'est une explosion. Et une explosion, ça peut faire monter le couvercle du puits d'homme jusqu'à 15 mètres de hauteur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce couvercle, il pèse à peu près 200, 220 livres. Donc, monter à 15 mètres de hauteur et retomber sur la population, ça peut être dangereux. Et ça n'a l'air de rien, mais il y a des statistiques qui ont été faites en Amérique du Nord, des, des accidents de ce type. Il y en a 11 qui arrivent à chaque jour. À Pour, chaque À chaque jour. jour? Je pensais que pour- c'était à l'année. non, Je suis non, comme, pour oh, l'Amérique du c'est... Nord. On est assez épargné ici, mais c'est quand même une problématique qu'il faut faire. C'est pour ça aussi qu'on fait les inspections. C'est pas juste pour la sécurité des travailleurs. Évidemment, il y a la sécurité des travailleurs, mais c'est aussi la sécurité du public. Donc, c'est ce genre de problématique. Wow. Mais tu as raison de mentionner aussi, au-delà des défauts électriques, il y a les défauts civils, donc tout ce qui sont la corrosion, les fissures, délamination. Ça aussi, c'est des choses que, en faisant l'inspection, on peut regarder, mais cette fois-ci, pas avec des caméras thermiques, mais avec des caméras 360. Mhm. Dans le cas de Well Seeker, l'expertise demandée pour, euh, pour faire l'inspection. Pour annoter les images d'entraînement et de vérifier les bonnes images sont des biologistes marins, mais qui ont de l'expérience sur le terrain. C'est à rien qui remplace l'expérience humaine, mais on a besoin de se fier à l'intelligence artificielle pour qu'on puisse faire plus vite, pour qu'on puisse aussi assurer que la qualité est bonne, qu'il y a une standardisation aussi pour qu'on puisse comparer les données d'une année à une autre, d'un jour à un autre. Donc, il y a plein de cas différents où, ouais. Je me rappelle avoir vu une image de Well Seeker, je me rappelle plus l'événement, mais c'était, on voyait une image satellite, et puis la question c'était, voyez-vous la baleine? Il me semble que c'est une Oui, baleine. oui, oui, oui. Et puis, moi, je me dis, ben, ça devrait être évident. Une baleine, c'est gros. Si c'est dans l'océan, ça devrait être évident. Ben, il y a différents enjeux. Pixelisation peut-être, mais c'était pas ça. Le coup de génie, ici, c'était, ben, on voyait plein d'icebergs. Oui. C'était un casse-tête intéressant. C'était un Où est Charlie? Puis c'est là que je me suis dit, ah, mais c'est. Moi, j'y arrivais pas. J'arrivais pas à voir, elle est où la baleine? Et ça, c'est une image. Imagine 150 000, 100 000 images. Là, on devient aveugle. Ouais. Oui, absolument. On réalise très vite pourquoi on a besoin d'autres outils que juste les yeux humains. Et ça, et quand c'est des images satellites ou des images de drone, comment vous faites si la météo est différente, un nuage bas, brouillard? Est-ce que... On peut pas utiliser les images. Ouais, c'est... Vous Oui. avez des alternatives? Non, donc nous, c'est vraiment, on veut démocratiser l'accès à ces outils-là. Donc, on utilise juste les photos réguliers, puis des images satellitaires que n'importe qui peut acheter ou utiliser. Mais on a les mêmes limitations que les personnes, les observateurs de mammifères marins humaines. Donc, on utilise, oui, aussi des images thermiques pour qu'on puisse voir la nuit un peu mieux et puis un peu plus à travers le brouillard. Mais c'est pas, pour le moment, c'est vraiment de faire le travail comme un humain le fait, mais à une plus grande échelle et mieux. Donc, oui, il y a des outils, mais qui, du coup, d'autres senseurs qui coûtent très cher et qui sont pas, qu'on n'a pas accès, tout le monde n'a pas accès à ces outils-là non plus. Donc, on avait un choix à faire dans notre compagnie. Est-ce qu'on veut développer des choses qu'on peut mettre au service de tous les acteurs qui en ont besoin? Ou est-ce qu'on développe des solutions juste pour le militaire, des grosses compagnies énergétiques? Donc, en réalité, on fait les deux. mais ce qui est vraiment important pour nous, c'est de créer des solutions où tout le monde peut l'utiliser. Est-ce que, Arnaud, tu nous disais en off que vous aviez également un autre projet qui utilise la vision par ordinateur pour tout ce qui est végétation. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus?
Oui, celui-là n'est pas encore en déploiement. C'est vraiment regarder à partir. En fait, il y a deux volets. C'est à partir de lidar terrestre, donc d'essayer de regarder comment est-ce que la végétation peut affecter les lignes aériennes. Donc, pour planifier les campagnes d'élagage, grosso modo. Donc, ça, c'est un projet qui est en développement au centre de recherche par une autre équipe. Euh, et il y a aussi le volet de regarder à partir, ils ont aussi un volet pour regarder à partir des images satellites, satellites ou Comment? aériennes, à partir d'images satellites ou aériennes, OK. aussi comment évolue la végétation, toujours dans le même objectif. Parce que faire des campagnes LIDAR, ça peut se révéler très très coûteux, surtout vu la taille du réseau. Donc ce serait de combiner différentes approches pour regarder. Mais ça, c'est un projet qui est encore en phase de développement pour le moment, qui n'est pas encore déployé. Ça s'en vient sous peu quand même. On espère, oui. On espère, oui. Et Émilie, il y a quelques années, vous étiez exclusivement focalisée sur les baleines et ces mammifères-là. Aujourd'hui, vous êtes un peu plus diversifiée sur d'autres Oui, espèces animales. absolument. Donc, oui, tous les cétacés. Vraiment, c'est la méso et mégafaune marine. Donc, veut dire des animaux qu'on peut voir dans l'eau. Donc, on a détecté des phoques sur la glace, euh, sur la terre, puis aussi dans l'eau. Des ours polaires aussi sont considérés comme des mammifères marins. Donc, on a un projet avec le Pêcher Océan canadien. On a même fait un projet dans l'Antarctique pour détecter les pingouins et les nids de pingouins. Donc, c'était pas des pingouins dans l'eau, mais c'était sur la banquise et puis aussi sur la terre. Donc, Ah. vraiment, on est focalisé sur les animaux marins. Est-ce que il y a besoin de réentraîner les modèles que vous aviez à la base pour les baleines ou comment Oui, c'est un autre absolument. développement? Pour ajouter des espèces en plus, il nous faut des bases d'entraînement, des exemples de ces espèces-là. Et puis après, on peut les intégrer assez facilement, mais c'est sûr qu'on ne peut pas commencer de nulle part. Oui, ça marche pas comme ça du jour au lendemain. Non. Je change d'espèce à analyser, il n'y a pas de problème. Est-ce que, Oui. parce que là, c'est beaucoup des images qui sont, c'est des étendues énormes, les glaciers, l'eau. Est-ce que si jamais on se dit, ah, demain, on voudrait regarder et compter des espèces en Amazonie, par exemple, des oiseaux bien particuliers qu'on trouve plus difficilement, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, à force de réentraînement, marcher? Là, on serait sur la forêt amazonienne, c'est très dense, c'est un détail particulier là-dedans. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Euh, toute notre, notre base d'entraînement est sur l'eau. Donc, Mhm. on nous a demandé est-ce qu'on est capable, oui, on est capable de détecter des animaux terrestres, mais vraiment, on veut rester pour détecter des choses marines, donc de détecter des cibles dans l'eau. Il nous faut des façons différentes que de trouver des animaux terrestres, où souvent, on regarde la différence sur la Terre entre deux images. Donc, est-ce qu'il y a du mouvement, par exemple, ou est-ce qu'il y Mhm. a un nombre? On ne peut pas utiliser les mêmes choses parce que dans l'eau est dynamique aussi. Donc, on ne peut pas avoir la même approche. Et quand j'ai commencé Whale Seeker, je me suis dit, oh tiens, il y a tellement de IA qui existent déjà pour trouver des cibles dans l'eau, comme c'est un bateau de pêche qui est perdu ou quelqu'un qui est passé à bord. Est-ce qu'on peut utiliser les mêmes solutions, les mêmes méthodes, mais juste les changer un peu pour les mammifères marins? Et en réalité, non, on peut pas. Il fallait qu'on commence tout de zéro parce que eux, ils cherchaient. Ah, Le parce niveau que- d'ambiance, on est à Montréal. On est à Montréal, on est à Montréal, exactement. Fallait qu'on change parce que la façon que les gens ont créé leurs algorithmes, c'était pour trouver l'eau et ils enlevaient l'eau des images par la suite et tout ce Hmm. qui restait était leur cible. Mais Mm. pour nous, c'est pas, on cherche pas tout, on cherche vraiment une espèce. Et donc, il fallait qu'on trouve une autre Ah. approche Mm. parce que aussi notre solution, il faut prendre en compte que
les baleines sont pas toujours à la surface. Ils sont proches de la surface, Mm. mais ils sont pas toujours en haut sur la surface de l'eau. Donc, il fallait qu'on prenne une autre approche. Oui, parce que j'avais vu, en étant allée en Gaspésie pour aller voir les baleines, on m'avait expliqué que la baleine, en fait, elle remonte pour aller respirer, mais sinon, elle est quand même loin. On peut pas la voir comme ça. Oui, ça Mhm. dépend. Ça dépend l'espèce. Par exemple, les baleines franches passent pas mal de temps proche de la surface, donc dans la zone où c'est un danger de les frapper avec des vaisseaux ou qui s'empêtrent dans des engins de pêche. Mais il y a d'autres espèces qui plongent beaucoup plus profondément. Et c'est sûr qu'on peut pas utiliser l'imagerie dans ce cas-là Mm. pour les trouver très profond dans l'eau. J'ai une question pour toi, Émilie, ça va probablement te rejoindre également. Là, tu nous as amené, nous as donné des pistes. OK, on veut reconnaître des animaux. On a la faune, et mégafaune. OK. Puis ensuite, tu nous as dit énergie et militaire. Quel est le lien? Ils ont- Non, quel est le lien entre faune et industrie? Qui sont vos clients? Ah oui. Comment ça vient impacter finalement monsieur, madame, tout le monde? Très bonne question. Donc, pour tout ce qui est énergie, par exemple, transition énergétique, nous, on deal beaucoup avec tout ce qui est les éoliennes en mer. Donc, les parcs éoliennes, on a besoin de faire des études d'impact pour savoir si on construit des éoliennes à des certains endroits, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la biodiversité. Et pour faire ça, il faut des données qui sont standardisées, quantifiables, pour qu'on puisse suivre ça au fil des années. L'autre pelle militaire aussi est obligé de respecter beaucoup des mêmes lois que les citoyens et de pas nuire aux mammifères marins. Donc, s'ils sont dans la région et ils font des activités qui peuvent nuire aux mammifères marins, ils ont besoin de savoir s'ils sont là pour qu'ils Mm. puissent démarrer leurs activités. Ils vont le savoir le jour même? Oui, Ah oui, oui. oui, 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 en temps réel, là. Nous, Ah on oui. travaille maintenant en temps réel. Oui, Impeccable. effectivement. Exactement. J'imagine que Oui, dans notre oui. cas aussi, si je reviens sur l'exemple de détection de défauts dans les structures souterraines, c'est aussi en temps réel. En fait, c'est en partie, pour les camions, c'est en temps réel parce qu'il faut dire à la personne s'il peut rentrer dans la structure ou pas. Et aussi couper l'électricité sinon. Mais il y a une analyse aussi a posteriori qui va se faire pour générer un rapport de la structure, comment tout ça va se passer. Mais là où ça rejoint un petit peu, on parlait d'éoliennes et de transition énergétique, c'est que ce soit pour placer des champs éoliens, que ce soit pour placer des barrages, il faut toujours tenir compte de la diversité de la faune qui se retrouve là. Donc, ce genre d'études, on est preneur, on va dire ça comme ça. Donc, il y a un lien Ah, il y qui a se des fait. synergies. Il y a forcément des synergies. C'est sûr que dans notre cas, c'est pas vraiment en haute mer, mais par exemple, si on veut installer un nouveau barrage, il faut tenir compte de l'effet que ça va avoir sur la diversité de la faune autour de ce barrage. Là où on veut placer des éoliennes aussi, euh, un exemple simple, c'est que si là où tu vas placer tes éoliennes, si tu as beaucoup d'oiseaux qui vont passer par là, il ne faudrait pas qu'ils se fassent Dans les trajectoires des migratoires, trajectoires par exemple. migratoires. Oui. Exactement. Mhm. Donc, tenir compte de la biodiversité est important lorsqu'on veut euh, installer de nouvelles sources d'énergie renouvelable, par exemple. Ça me fait penser. Je m'étais intéressé à l'impact de l'IA dans le domaine de l'aménagement forestier. Mhm. Au Québec, on a un immense inventaire forestier. Et l'un des enjeux, justement, c'est celui qu'on vient de mentionner. Si on veut extraire du bois de la forêt boréale, on peut pas le faire si, dans un certain rayon autour, il y a certains animaux. Je me Ouais. rappelle pas lesquels, entre autres les orignaux. S'ils sont à moins de quelques kilomètres, il faut arrêter les opérations à cause du bruit. Il faut attendre qu'ils passent. Mhm. Donc, il y a l'enjeu de les détecter, mais il y a aussi l'enjeu de prédire, hey, il y a un troupeau qui s'en vient, fait Ouais. qu'on va aller ailleurs pour pas être dans le même territoire. Exactement. Donc là justement, de voir de prédire la trajectoire des troupeaux est important. De savoir quelles sont les espèces qui se retrouvent dans l'environnement est important aussi. Donc, pour tout ça, l'IA peut aider. C'est pas forcément la seule technique, mais l'IA peut aider pour ça. Mhm. Et je pense que dans l'avenir, elle va de plus en plus être utile, à la fois au niveau visuel, comme ce dont on est en train de parler, mais d'autres techniques aussi, probablement pour Ça aider. prend de l'équipement particulier. On a parlé d'images satellites. Est-ce qu'il y a des choses que monsieur, madame, tout le monde peut
peut utiliser, plutôt, tu disais, Émilie, c'est des images que tout le monde peut acheter, mais Oui, je ne sais pas où j'irais pour acheter ces images. mais n'importe qui peut acheter un drone. Oui. Donc, OK, on peut avoir utiliser des également images des images de aériennes. drone. Oui, 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 Ah oui. absolument, Ouais. absolument. Donc, C'est ça. et la solution qu'on développe en ce moment s'appelle Mobius Observer et c'est pour détecter les mammifères marins en temps réel pour les observateurs de mammifères marins sur le terrain. Mhm. Donc, eux, ils achètent n'importe quel drone. Ça peut être, on parle de gros drones avec le gouvernement, mais ça peut être des drones que monsieur, madame, tout le monde peut acheter. Aussi, Ouais. ce qui compte, c'est la qualité de l'image. Mm. Ouais. Puis avec les drones, maintenant, on peut vraiment avoir des images 4K et même Retina Display Oui, assez aisément. tout à fait. Est-ce que ça a un enjeu au niveau de la qualité? Oui, on a besoin d'une Ouais. certaine qualité pour que il y a nos modèles qui marchent là-dessus. Donc, c'est ça, la taille de chaque pixel sur la surface de l'eau, il faut qu'il y ait une certaine qualité. Mais au-delà, tout dépend aussi des problématiques, des questions sur lesquelles on veut répondre avec les analyses d'images. Mhm. Est-ce que, Arnaud, on est en temps un peu plus limité, donc là, je surveille. Mhm. J'aimerais juste parler un peu des défis que vous avez et je me demandais, Hydro-Québec, est-ce qu'il y a des défis, toi, dans les projets sur lesquels tu travailles aujourd'hui que tu vois, que tu dis, là, si c'était pas Hydro-Québec, on aurait été embêtés, mais ça passe mieux, ou alors, même si c'est Hydro-Québec, qui a une énorme structure, qui a beaucoup de moyens, de se dire, là, il y a quand même des limites et ça, c'est un défi. Je te dirais en fait, pour répondre à ta question, c'est que oui, en effet, le fait que Hydro-Québec soit une grosse structure, ça peut aider dans un certain sens. Mais c'est aussi un frein dans d'autres parce que euh, pour faire entrer les nouvelles technologies comme l'IA, tu peux avoir une certaine résistance au changement. Euh, et puis, nous sommes dans un environnement qui est extrêmement régulé. Donc, l'explicabilité des méthodes est très importante parce que tu vas travailler avec des ingénieurs. Tu ne peux pas arriver pour dire, ben, ça marche à 90%, mais je ne sais pas trop pourquoi ça marche. Ça va pas aller parce que quand ils vont devoir justifier ça, eux, quand ils signent, ils ont besoin d'être sûrs. Donc ça, c'est le fait que ce soit un environnement très régulé, ça amène certains défis, de très, très gros défis. Euh, L'autre chose aussi, c'est que le fait qu'on soit Hydro-Québec, on a quand même une certaine image à maintenir. Et par image, je veux dire, c'est pas juste le nom d'Hydro-Québec, c'est que on a la chance ici au Québec d'avoir une énergie qui est renouvelable et qui est donc verte. Cela étant dit, ça ne veut pas parce qu'on a une énergie qui est renouvelable qu'il faut en abuser. Donc, lorsqu'on veut mettre des nouveaux produits, des nouveaux algorithmes, des nouvelles méthodes d'intelligence artificielle, il faut quand même s'assurer que, je ne vais pas dire qu'elles sont vertes, mais d'avoir limité la quantité d'énergie qui a été faite. Ça, c'est quand même très important pour Hydro-Québec. Autrement dit, de montrer l'exemple, d'être Mmh. responsable dans la manière dont on utilise l'énergie. Donc ça, c'est quelque chose que c'est pas forcément l'environnement qui pousse, mais c'est vraiment à l'interne. Il faut être le plus efficace possible. Donc ça, c'est quand même des défis Le qui plus rentrent. vert possible. Et comment vous Ouais. faites aujourd'hui pour vous dire, est-ce que là, ça vaut le coup d'entraîner mon modèle parce que ça va prendre tant de puissance et tant d'énergie et on veut être vert, donc est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives? C'est des choses que vous étudiez? C'est ça qu'on regarde aussi, c'est qu'en fait, on voit l'intelligence artificielle comme un outil, parce que c'est pas forcément le principal mission d'Hydro-Québec. C'est un outil parmi d'autres, et mais cela veut dire que si on trouve quelque chose qui est plus efficient, on peut aller vers cet outil. Pas forcément quand il y a rien d'autre, quand c'est l'intelligence artificielle qui est le meilleur outil, on va aller vers là. Et pour répondre directement à ta question, oui, on fait quand même des études pour voir combien ça a coûté au niveau de l'entraînement, mais aussi de faire des études de vieillissement du modèle pour se dire, ben, si c'est un modèle, oui, il est efficace, mais il faut le rentraîner tous les jours. Peut-être qu'il faut chercher une autre solution. Le fameux drift. Là. Exactement, les drifts. Donc, on essaie de faire des études quand il y a une approche qui a été développée pour s'assurer qu'on l'utilise le mieux possible. On n'y arrive pas forcément toujours de manière parfaite, mais on fait de notre mieux. Pour le bénéfice de tous, le drift dans l'apprentissage modèle, c'est que les données peuvent changer au fil du temps, les données qui sont pertinentes pour prendre une décision.
Il existe différents types de drift. Dans ce cas-ci, Ouais. on veut s'assurer que le modèle demeure fiable. Demeure J'imagine fiable. qu'il y a des enjeux similaires aussi. Oui, absolument, absolument. Mais il y a une problématique que Well Seeker a. Je me demande, Arnaud, aussi, c'est la même chose, peut-être dans les équipes de Hydro-Québec, mais aussi au peuple ou avec vos collaborateurs, c'est l'éducation. C'est que les gens pensent que l'intelligence artificielle, c'est la baguette magique, ça peut tout faire et du coup, je peux trouver une solution gratuite sur Internet qui va me faire la même chose. J'ai pas envie de payer pour ça. Ou c'est l'inverse, c'est Robocop. Ça va prendre mon travail, ça va prendre mon identité, ça va ruiner ma vie. Et pour nous, c'est beaucoup d'expliquer qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire, dans quelle solution est-ce qu'il faut l'utiliser ou est-ce qu'il y a d'autres solutions. Ouais. Comme tu disais, on n'a pas besoin de jeter l'intelligence artificielle sur tous les Exactement. problèmes. Donc, pour nous, c'est vraiment de parler avec nos clients, avec nos collaborateurs, de dire, est-ce que c'est la bonne solution pour vous ou est-ce que vous pouvez faire ça autrement? Ouais. Oui, on vit la même chose et en effet, il y a beaucoup de communication qu'il faut faire, beaucoup d'éducation. Et donc oui, donc c'est ça, c'est surtout qu'Hydro-Québec est quand même une grosse boîte avec différentes expertises, différents corps de métier. Donc il y a beaucoup d'explications, mais je dirais quand même que ça se passe quand même très bien parce que une fois que c'est expliqué, les gens comprennent et puis ils ne le voient pas forcément comme une panacée, mais plutôt comme un outil dans le coffre à outils de ce qu'ils pourraient utiliser. Je pense que ça c'est Ça, c'est la bonne façon de la le meilleure voir, façon je de le trouve. voir, oui. Oui, Exact. On arrive sur la fin du temps qu'on pouvait avoir ici. Donc, merci beaucoup Arnaud et Émilie d'être venus, d'avoir partagé votre expérience. L'environnement est quand même pas évident parce qu'il y a du passage, Ouais. il y a du va-et-vient. J'espère que le son sera bon pour vous à la maison. Merci beaucoup de nous avoir écoutés également. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page LinkedIn ou sur notre site internet explore.ai pour rester connecté sur ce qui va sortir pour les prochains épisodes. C'était Il y a du neuf. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, Émilie. Merci. Merci, Arnaud. Merci à vous. En conclusion, d'un côté, l'IA de Well Seeker scrute les océans pour mieux comprendre et protéger les espèces marines. De l'autre, chez Hydro-Québec, elle veille sous nos pieds, détectant les failles invisibles pour prévenir les catastrophes. Deux applications très différentes, mais un même objectif: utiliser l'IA pour un avenir plus sûr et plus durable.